donc de vous servir. Vous pouvez également interagir avec nous, bien sûr à travers nos différentes plateformes digitales. Alors posez-nous vos questions, commentez également, donnez-nous vos suggestions et surtout critiquez si vous voulez. C'est l'actualité, chacun y va de son analyse. Bien sûr, on va essayer durant 60 minutes, bien sûr, de diagnostiquer l'actualité ou bien de commenter l'actualité avec, bien sûr, Matar Cissé, journaliste ici à Sénégal 7 et évidemment l'invité du jour qui est Thomas Dietrich. Il est journaliste indépendant d'investigation français. Il travaille sur tout ce qui est relation entre la France et l'Afrique, plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça, Thomas. Oui, je travaille notamment. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, on va commencer par le commencement. Ouais, et merci de me recevoir, même si c'est la deuxième fois. C'est un vrai plaisir de revenir. Oui, je travaille depuis une bonne dizaine d'années sur ce qu'on appelle la France-Afrique, qu'on dit toujours morte, mais qui existe encore, sur les relations troubles et de domination entre la France et le continent africain, et effectivement, principalement les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Vous êtes là depuis combien de jours? Alors, je suis arrivé lundi soir en raison du report de la présidentielle pour suivre un peu l'actualité, les événements aussi de près, pour avoir des retours du terrain et aussi pour enquêter sur les relations entre la France et le Sénégal, avoir un peu le dessous des cartes. Voilà. Et c'est la première fois que vous faites un crochet ici au Sénégal? Alors, en tant que journaliste, oui, mais je connaissais déjà le Sénégal. Vous connaissez le Sénégal? Ouais. D'accord. Alors, maintenant, Matar, en attendant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, vous connaissez maintenant l'invité du jour, qui est Thomas Dietrich, journaliste indépendant d'investigation français. Il travaille actuellement sur le report de la présidentielle ici au Sénégal. Alors, nous allons également donc vous donner l'opportunité d'interagir avec nous, bien sûr, à travers le direct. Également, partager, liker et commenter si vous voulez l'actualité. Chacun y va de son analyse. Alors justement, on connaît ce qui a motivé votre arrivée ici au Sénégal. Justement, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelque sorte de votre travail durant ces derniers jours ici au Sénégal? Moi, ce que je retiens surtout, c'est la situation que vit le peuple sénégalais, qui est quand même une situation difficile, qui est latente depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a quand même eu un pays qui a connu la démocratie ces dernières années, qui avait une vivacité très importante, une vitalité très forte, a connu, il y a une sorte de restriction des libertés fondamentales, des droits. Beaucoup commencent à utiliser le mot de dictature, et c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit des opposants emprisonnés, le principal opposant qui est arrêté et empêché de se présenter à la présidentielle, des manifestations réprimées, des journalistes incarcérés, des médias comme Wolf TV interdits d'émettre. C'est quand même une situation très très inquiétante, et c'est vrai qu'on peut s'en inquiéter, surtout que tout ça se fait quand même avec le soutien et la complicité de la France, puisque Emmanuel Macron, il ne s'en cache pas, est un proche de Macky Sall. On se souvient tous de son intervention en novembre dernier quand il a encensé Macky Sall, qui est quand même responsable de la mort de plusieurs dizaines de manifestants ces dernières années. Et Emmanuel Macron, faisant fi de tout ça, a quand même nommé Macky Sall envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples, qui est une sorte de machin, mais qui doit assurer à Macky Sall, après sa présidence, un revenu et surtout une forme d'immunité. Alors, vous avez constaté de visu ce qui se passe en direct, même ce qui se passe au Sénégal. Alors, vous pensez que ce qu'on appelle dictature a frappé les portes du Sénégal? Écoutez, le concept de démocratie n'est pas forcément universel, c'est-à-dire il y a des adaptations partout. Mais comme je l'ai dit, quand il y a des critères quand même objectifs qui permettent de s'interroger sur la nature de ce qu'est devenu le Sénégal. J'ai parlé de l'emprisonnement des opposants avec des procédures bâillons, de l'arrestation des journalistes, de l'arrestation des manifestants, de la violence qui s'est exprimée lors des manifestations. C'est en tout cas très très inquiétant, et ça a été dénoncé par l'ensemble de la communauté internationale et aussi de la société civile sénégalaise qui fait un formidable travail. Donc oui, il y a des choses très inquiétantes. Et évidemment, la réaction de la France vis-à-vis de cette situation au Sénégal n'est absolument pas à la hauteur
On s'est fendu lundi matin quand le report à la présidentielle a été annoncé d'un timide communiqué en appelant à refixer les élections dans un meilleur calendrier. Toute la communauté internationale, y compris les États-Unis, ont condamné. Et nous, on est arrivé comme la dernière roue du carrosse en condamnant via une intervention de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères français, qui a appelé à refixer les élections le plus rapidement possible. Mais tout ça reste quand même très timide par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Moi, j'attends toujours là. Allez-y, Mata. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, là, le ministre des Affaires françaises, des Affaires armées françaises? Des Affaires étrangères. Oui. Mais il a répondu à une question à l'Assemblée nationale d'un député français. Il a dit qu'il appelait à refixer les élections le plus rapidement possible. Je crois que c'était le terme employé. Il n'a pas appelé à respecter le calendrier qui était initialement fixé, qui fixait la date de l'élection présidentielle au 25 février. Et puis surtout, il n'y a pas un mot pour condamner la répression des manifestations, les violences policières, les violations des droits de l'homme. Il n'y a rien du tout. Quand on regarde le compte Twitter de l'ambassade de France au Sénégal, c'est absolument vide. Et c'est quand même scandaleux pour un pays comme la France qui se prétend être la patrie des droits de l'homme et donne des leçons de morale à la terre entière. C'est quand même... Imaginez 2 secondes. Si demain, vous aviez un soulèvement au Mali contre le colonel Assimi Goïta, qui n'est pas aimé de la France et qui s'est rapproché des Russes. Mais qu'est-ce qu'on n'entendrait pas à Paris? On soutiendrait peut-être le soulèvement au Mali, RFI et France 24 parleraient d'insurrection populaire, on condamnerait à grand renfort de déclarations les morts dans les manifestations. Aujourd'hui, ce silence-là, ce silence de la France, il est dicté par des intérêts économiques et puis par des intérêts politiques qui fait que le Sénégal est un des derniers bastions de la France-Afrique et c'est bien malheureux. Alors, on risque de vivre, Djibi, allez-y. Donc on risque de vivre les mêmes tensions où cette crise qui sévit le Mali et le Burkina Faso. Les deux contextes Sénégal. Non, je pense, vous le savez mieux que moi, que les contextes sont radicalement différents. Déjà ici, il y a une armée républicaine qui n'est pas adepte des coups d'État, ce qui change des pays du Sahel. Et puis il y a une dynamique populaire, une volonté de souveraineté qui est manifeste. Moi, je ne pense pas, mais je pense qu'il y a une volonté de la jeunesse sénégalaise et même de la population sénégalaise de reprendre sa souveraineté en main. Ça ne se dirige pas d'ailleurs seulement contre la France, c'est vraiment prendre leur destin en main, hors de tous les intérêts étrangers, qu'ils soient économiques ou politiques. C'est très important. D'ailleurs, souvent on parle en Afrique, les médias français parlent de sentiments anti-français, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas de sentiment contre un Français. Moi, personne dans la rue est venu me dire « sale Français, rentre chez toi ». Jamais. Alors qu'en France, il y a un racisme qui est là. C'est-à-dire qu'on est dirigé contre les gens qui sont racisés et qui viennent d'Afrique, qu'une grande partie de la population, et même la classe politique comme Marine Le Pen, veulent voir repartir en Afrique. En Afrique, il n'y a pas ça. Il y a un sentiment contre la politique française en Afrique, qui est là au Sénégal, qui est là dans le Sahel, et qui est, pour moi, légitime. On pourra parler plus tard du Sénégal. Mais je vous donne un simple exemple. Quand, en fin 2022, il y a eu un convoi de l'armée française qui est parti d'Abidjan, qui remontait vers le Mali, pour fournir la logistique à l'armée française. Il y a eu des manifestations qui se sont tenues au Burkina Faso, des jeunes qui ont dressé des barrages devant ce convoi de l'armée française. Et au Niger, il y a eu des jeunes à Terra qui se sont installés, qui ont manifesté pacifiquement, et de toute façon, ils étaient à main nue. L'armée française a tiré, a fait 3 morts. 3 morts. Il y avait un gamin, un enfant de 14 ans qui est décédé. Il n'y a eu aucune commission d'enquête en France pour savoir si ces tirs étaient justifiés. Quand vous êtes un soldat surarmé, dans un convoi de 100 véhicules, avec des armes lourdes et que vous êtes face à des enfants à main nue, vous n'avez aucune raison de tirer. Eh bien, il n'y a eu aucune commission d'enquête, ni de la France, ni d'ailleurs du Niger, de Mohamed Bazoum. Et donc, on peut comprendre qu'ensuite, les populations en Afrique soient en colère contre l'action de la France en Afrique. On peut légitimement le comprendre. C'est logique quand on voit... Moi, je comprends le peuple sénégalais aujourd'hui qui dit « Mais attendez, pourquoi Emmanuel Macron ne dit rien ?» C'est ça, parce que nous assistons à un problème qui concerne le Sénégal, mais tout le temps on parle de la France. Finalement, vous également, de par vos arguments, vous parlez également de votre pays d'origine, c'est-à-dire la France. Moi, je veux comprendre réellement, donc vos principaux reproches par rapport, ou bien envers Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, en ce qui concerne bien sûr sa politique, surtout envers l'Afrique. C'est une politique en fait qui s'inscrit
dans la lignée de tout ce qui a été fait depuis les années 60. Ça veut dire qu'on a décolonisé les pays d'Afrique parce qu'on n'avait pas le choix, mais en fait, c'était des indépendances de façade. On a continué à maintenir une domination militaire, avec la présence de bases militaires françaises. Vous en avez une à Dakar, qui est toujours là, où il y a 350 militaires français qui sont présents en permanence. Une domination économique, avec le franc CFA. Vous conviendrez comme moi que c'est quand même pas normal que 60 ans après les indépendances, la monnaie de plusieurs pays africains soit encore fabriquée dans des imprimeries françaises à Chamalières dans le centre de la France, c'est quand même pas normal. Et je continue sur cette domination économique par des entreprises qui sont très présentes en Afrique et qui des fois pillent l'Afrique. Vous avez beaucoup d'entreprises françaises qui sont présentes au Sénégal. Je parlais hier de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an pour les entreprises françaises implantées au Sénégal, que ce soit Total dans les carburants, que ce soit Eiffage, que ce soit Free, que ce soit Orange, le TER qui est aujourd'hui une sorte d'éléphant blanc que beaucoup de Sénégalais critiquent. Comment éléphant blanc? Comment? Un éléphant blanc, c'est-à-dire que... C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne et la Banque mondiale. C'est un projet qui a été financé, qui a coûté très cher et qui a surtout rapporté très gros aux entreprises françaises, puisque ce sont des entreprises françaises qui ont fait la construction de ce TER. Thales, Eiffage, les filiales de la SNCF. Et vous savez aujourd'hui que le TER, ce projet-là, est très très mal géré et ne transporte pas autant de Sénégalais qu'il était prévu. Donc c'est encore ces projets-là qui sont surdimensionnés et on se demande est-ce qu'ils ont été vraiment faits dans l'intérêt des populations sénégalaises ou pour rapporter plein d'argent à des entreprises étrangères. En l'occurrence, là, c'est des entreprises françaises. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et Emmanuel Macron a continué cette politique. Sauf qu'il fait face à quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas eu à affronter, qui est l'émergence d'une profonde conscience dans les pays d'Afrique, que moi, dans lesquels je travaille régulièrement et que je vois. C'est-à-dire cette volonté-là de souveraineté. On dit toujours, en France, on explique, si la France est en train de décliner en Afrique, si la France recule, c'est la faute des Russes. C'est la faute des Russes. Comment la faute des Russes? C'est la faute des Russes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la Russie qui lorgne sur notre précaré, qui amène les mercenaires. Mais moi, je crois que la première raison de la chute, entre guillemets, de la France en Afrique, c'est que la France a fait n'importe quoi et que les populations africaines s'en sont rendues compte et aujourd'hui exigent de reprendre leur destin en main. C'est-à-dire qu'on ne peut plus décider de la politique d'un pays depuis Paris avec une sorte de sous-préfet qui applique les ordres. Ça, c'est quand même scandaleux. C'est-à-dire avec des injonctions contradictoires, c'est-à-dire tantôt quand Assimi Goïta s'allie avec les Russes, c'est un affreux putschiste, mais le lendemain, on va Emmanuel Macron, quand le président tchadien, allié historique de la France, Idriss Déby, meurt dans des circonstances peu claires, Emmanuel Macron va ventre à terre à N'Djamena, adouber son fils adoptif, le général Mamad Déby, qui tue des centaines de ses citoyens sans que cela ne fasse bouger d'un poil la France. Donc bien évidemment que cette situation est intolérable et moi elle me fait honte. C'est-à-dire que pour nous la France qui, soi-disant, nous targuons d'avoir fait la révolution et d'avoir fait la déclaration des droits de l'homme, pourquoi ne l'appliquons pas, n'essayons pas d'apporter justement ces principes-là en Afrique au lieu de défendre des dictateurs? Avec la situation actuelle qui sévit au Sénégal, vous avez fait des recherches, vous pensez que la France est interpellée? Moi, je pense que la France est interpellée et la France est responsable. Vous dites. Est responsable de ce qui se passe. Elle est responsable par son silence, par son soutien à Macky Sall. Elle a quand même, en décembre dernier, le Premier ministre Amadou Ba, qui est aussi candidat, même s'il semble aujourd'hui très contesté et peu en mesure de remporter la présidentielle, a été reçu en grande pompe à Matignon par la Première ministre Elisabeth Borne, qui lui a donné l'onction de la France. Amadou Ba est un très proche de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Vous avez une agence de communication qui s'appelle Concerto, qui travaille avec le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui travaille aussi pour la communication d'Amadou Ba. La France a continué à déverser des prêts au régime de Macky Sall, alors que ce régime est quand même accusé de corruption et de crimes. En décembre dernier, vous avez eu 150 millions d'euros de prêts qui ont été décaissés. Alors, soi-disant, c'est pour lutter contre la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine. Il faudrait voir à quoi cet argent est utilisé. Et c'est toujours le même problème qu'on a en Afrique. C'est-à-dire, il y a des grandes puissances qui viennent, qui ont des entreprises étrangères, qui pillent des pays riches comme le Sénégal, vous allez avoir le gaz, le pétrole, mais c'est pas que, il y a l'élevage, il y a l'or, enfin il y a plein de richesses, et qui appauvrissent ces pays, et qui après vont faire la charité en disant, mais regardez, je vous prête de l'argent, regardez comme je suis gentil. Il faudrait mettre fin à ça, et
il y a une complicité de la France dans la répression, puisque c'est la France qui fournit, en tout cas des entreprises françaises, mais avec l'accord de Paris, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement, le matériel de répression. Vous avez des grenades assourdissantes ou des grenades de désencerclement, qu'on appelle des GLI F4 dans le langage, dans le jargon sécuritaire. Ces GLI F4, la France était le dernier pays en Europe à les utiliser. Tous les autres pays les avaient interdits. Ils ont été utilisés pendant la répression des Gilets jaunes. Ça a fait des mutilés, des blessés. Donc la France a fini par les interdire en 2020. Mais aujourd'hui, ces grenades-là, moi j'ai pu le constater pendant les manifestations, sont encore utilisées. Ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Ce sont des armes de guerre, elles sont fournies par l'entreprise Alcetex, et dans ces grenades-là, il y a 25 grammes de TNT. Donc évidemment, quand ça explose, si vous êtes trop près ou si votre pied est à côté, vous risquez. Vous risquez d'être mutilé. Pareil pour la fourniture des lanceurs, les lanceurs de balles de défense. Pareil pour la fourniture des blindés qui sont fournis par la société Arcus. Vous savez, si vous circulez dans Dakar, les blindés là tout neufs aux armes de la gendarmerie sénégalaise, c'est la France qui les fournit. Donc oui, on a une responsabilité dans ce qui se passe au Sénégal. On a une responsabilité dans tous les morts qu'il y a eu dans les manifestations depuis mars 2021. Moi, j'ai été... J'étais là en mars? Non, j'étais pas là en mars 2021, mais j'étais très choqué et attristé par la mort des 3 manifestants. Bien sûr, je suis pas... Ouais, actuellement, on parle de 3 manifestants. Décédés, un Ziguinchor, un Saint-Louis et Moudougaï qui est décédé à Dakar. On est des journalistes, mais avant, on est des êtres humains. Et ce qui se passe est inacceptable quand vous avez 20 ans et que vous sortez... manifester ou même dans la rue et que vous prenez une balle et que vous finissez par mourir le foie explosé, c'est inacceptable. Et je crois qu'il y a quelque chose dans les textes saints et tout ça, et même dans le Coran, qui dit que celui qui tue un homme tue l'humanité tout entière. Et moi, je crois que ceux qui ont tué ces manifestants ont tué l'humanité tout entière et tout ça. Et tout ça avec le soutien de la France. Donc, bien sûr que c'est révoltant. Donc la France est complice. Bien sûr que la France est... Bien sûr que la France est complice, comme elle est complice de ce qui se passe dans plein de pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, avec lesquels Macron entretient des très bonnes relations avec les dictateurs. Je parlais du massacre du 20 octobre 2022 qui a eu au Tchad, où il y a eu centaines de personnes qui ont été tuées sans que la France ne réagisse, et elle a continué à soutenir Mamadi. Et pareil, là-bas, on fournit les armes et le matériel militaire qui permet la répression des manifestants. Donc c'est véritablement un système que vous subissez au quotidien, et moi je crois qu'il y a une véritable aspiration, parce qu'au-delà de la question du report de la présidentielle, il y a une aspiration à la liberté et à la souveraineté du peuple sénégalais. Mais pourquoi toutes ces enquêtes, tout cet engagement? Donc Thomas, on va ouvrir quelques